Je voulais vous remercier d'être venus si nombreux. Nous sommes heureux de vous convier à l'occasion de la sortie du guide numéro 2 ou de la version augmentée du guide numéro 1, de la version 2024 du guide sur les thérapies non médicamenteuses. Christine, vous pouvez venir à côté de moi. Vous le savez, de nouvelles thérapies ciblées commencent à voir le jour et la recherche avance vite. C'est un formidable message d'espoir, mais à ce jour, les seules options possibles pour les patients restent les thérapies non médicamenteuses qui doivent être évidemment au cœur du parcours de soins. Vous le savez peut-être, mais la Fondation Médéric Alzheimer a un observatoire des dispositifs qui est une enquête récurrente qui est faite tous les 2 ans. Alors, je vais vous donner les résultats de 2019 parce qu'on a été un peu perturbé par le Covid et qu'on attend les résultats de 2023 qui vont bientôt sortir. Mais les chiffres sont déjà très éloquents puisque 96% des EHPAD et 97% des accueils de jour ayant répondu, sachant qu'on a quand même une bonne couverture de réponse, on a une enquête qui est très, très scientifique, très rigoureuse et précise, aujourd'hui disent pratiquer des interventions non médicamenteuses et des thérapies non médicamenteuses. En revanche, le besoin d'avoir de la méthode et de clarifier ce qui peut être qualifié de thérapie non médicamenteuse ou pas, d'activité récréative, occupationnelle, reste toujours immense. Et c'est pour ça que nous continuons à travailler sur ces sujets dont la Fondation s'est emparée il y a maintenant plusieurs années et qui restent au cœur de nos priorités. En 2021, on sortait notre premier guide sur les interventions non médicamenteuses, un guide qui mettait en lumière les 10 interventions non médicamenteuses qui avaient prouvé efficacement leurs bénéfices auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce guide a un peu dépassé ce qu'on espérait, puisqu'il est devenu référence auprès des acteurs de terrain. Il sert de support dans différentes formations. Je crois même que dans le DU IPSE, il est largement aussi commenté. Et entre-temps, depuis 2021, les choses ont beaucoup bougé puisque les INM sont au cœur de la loi du bien vieillir, de la stratégie amendée, etc. Et surtout, il y a une société savante qui s'est créée, LPDS, dont le professeur Falissard représente ici, qui se bat au quotidien pour formaliser, faire en sorte que les INM soient reconnus au niveau des pouvoirs publics. La position de la Fondation, c'est de dire que le chemin, il va être encore très long avant qu'on arrive à formaliser et que les malades, eux, ne peuvent pas attendre. C'est pourquoi nous avons sorti une nouvelle édition de ce guide, non pas avec de nouvelles, en soi, interventions non médicamenteuses, mais une mise à jour de celles qu'on trouvait déjà dans le précédent guide, une mise à jour des tableaux, une mise à jour évidemment en lien avec la revue de la littérature scientifique, et surtout on a donné une place importante à la réalité virtuelle et à tous les outils numériques et aux robots, de manière à ce que l'on puisse bien comprendre en quoi ils peuvent devenir une INM, car le mot de la fin, ce sera de dire qu'un robot qui soit par ou l'autre, en soi n'est pas une INM, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc je suis enseignant de statistique à l'université Paris-Saclay et je suis pédopsychiatre comme formation clinique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ces interventions non médicamenteuses et en fait c'est un symptôme de déconstruction de la médecine et c'est pas grave d'être déconstruit. Cette déconstruction a commencé en fait il y a longtemps dès la définition de la santé par l'OMS après la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez tous. Hein. D'ailleurs, ça se voit même dans d'autres ministères. On n'a plus de ministère de la médecine, on a le ministère de la santé. Et la santé, c'est l'état de bien-être total, etc., etc. Donc le ministère de la santé, c'est le ministère du bien-être. Et bien sûr que non. Donc vous voyez, ça fait 50 ans qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et c'était le signe du début d'une déconstruction progressive, du fait que c'est vrai que les médecins envahissent trop la vie des gens qui vont pas bien. Et je peux me permettre de le dire, étant médecin et professeur de médecine, mais c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est pas de notre faute. Hein, la société attendait aussi de nous que l'on s'occupe de beaucoup de choses. Et donc, on faisait ce job. Et les temps changent. Et voilà, c'est différent. Et d'ailleurs, vous voyez, ça va à tel point. À mon laboratoire aujourd'hui, on discute de notre projet de recherche pour les années à venir. Et une collègue parle, on pourrait parler des maladies chroniques. Je dis non, à mon avis, le concept des maladies chroniques, il va disparaître. Il va disparaître parce que, vous voyez, il y a 20 ans, c'était à la mode, il y avait les maladies aiguës, les médecins s'occupent que des maladies aiguës, mais enfin, la plupart des maladies, c'est chronique maintenant, les cancers, le VIH, etc. Mais non, parce qu'en fait, d'abord, vous voyez, là aussi un symptôme, c'est qu'on ne sait pas définir une maladie chronique.
Parce qu'en fait, si c'est chronique, que c'est stable et que c'est tout le temps, ben c'est un handicap, c'est plus une maladie. Et le handicap, ça appartient plus à la médecine, là aussi, de par l'OMS. Et donc en fait, des maladies chroniques, si elles sont vraiment chroniques, ben, ça doit être démédicalisé. Et on voit aujourd'hui l'éducation thérapeutique, par exemple, dans les maladies chroniques comme le diabète, c'est plus les médecins qui s'en occupent. Et donc j'en arrive aux INM. Ben, les INM, on rentre dans cette déconstruction. Et d'ailleurs, ça vient dans... Et là aussi, comme souvent, dans la qualification de ce que c'est, il y a un problème. Pourquoi on appelle ça INM? Intervention non médicamenteuse. Bah, à ce moment-là, un pacemaker, c'est une intervention non médicamenteuse, une prothèse de hanche, c'est une intervention non médicamenteuse, enfin, mais bien sûr que non. Donc, vous voyez, pourquoi on appelle ça... alors, la définition, donc il y a une société, la LPIS, que je soutiens, même si je ne suis pas toujours complètement personnellement en accord avec ce qui est dit, mais je soutiens à 100% ce qu'ils font parce que c'est extrêmement salutaire. Donc la LPIS a une définition des INM, c'est tout ce qui n'est pas médicament, dispositif médical, donc les pacemakers, les prothèses, etc., et la chirurgie. Eh ben, on pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi on met ça là? Pourquoi alors les kinésithérapeutes? Pourquoi ils ne seraient pas dedans? Alors, en fait, si on décompose ça, si on essaie de comprendre pourquoi on a du mal, parce que ça veut dire deux choses différentes, en fait, ces INM, il faut vraiment avoir conscience que ce sont deux choses différentes. La première, c'est que, il y a des soins en médecine qui sont industriels. Et en particulier les médicaments. C'est-à-dire 20 mg de fluoxétine, c'est 20 mg de fluoxétine, que vous soyez ANN, à condition que ce soit des vrais médicaments. Mais en tout cas, et donc, du coup, comme ce sont des soins industriels, alors on peut appliquer la statistique dessus. Et donc, on fait des essais randomisés, vous savez, on tire au sort, etc. Et ça marche relativement bien, parce que ce sont des soins industriels, mais ça a des effets indésirables, comme toutes les approches épistémiques, c'est que on a oublié que quand on prescrit un médicament qui est un soin industriel, le médecin, lui, n'est pas un produit industriel. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir si un médicament a le même effet selon que le médecin est vieux, jeune, une femme, un homme en secteur 1, en secteur 2, à l'hôpital, en libéral, etc. Alors que pourtant, bien sûr que l'efficacité des médicaments est différente selon le médecin, ne serait-ce que parce qu'il y a des patients qui prennent les médicaments avec certains médecins et pas avec d'autres médecins. Donc, mais ça c'est un tabou et ça n'est quasiment jamais étudié. On commence à le faire. On commence juste à le faire parce qu'on déconstruit. Alors donc, il y a des soins industriels, donc les médicaments et les dispositifs médicaux. Et les chirurgiens ne sont pas des soins industriels. Et donc, avec cette définition, on devrait mettre les chirurgiens dans les CNM. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir dans 30 secondes. Alors, l'autre définition des INM, elle est très différente, et je pense que c'est celle qui est implicitement utilisée dans la société. Ce sont des soins dont le background théorique ne repose pas sur la physiopathologie de Claude Bernard, qui est que s'il y a un malade, il y a une maladie, s'il y a une maladie, il y a un organe qui ne va pas, et du coup, il y a des pneumologues, des dermatologues, des neurologues, etc., etc., etc. Et l'objectif de la médecine, c'est de guérir l'organe qui fait que le sujet est malade. C'est comme ça qu'on est structuré. Or, vous avez des soins qui ne relèvent pas de cette pensée. Et donc, ce sont des soins bizarres. Donc, vous avez l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine ayurvédique, enfin, tous ces trucs-là, ils sont bizarres parce qu'ils ne relèvent pas de l'épistémologie habituelle. Alors, on en est là, et le problème, c'est que les patients vont voir ces soignants. Et qu'en principe, dans une démocratie, le patient a raison. Le patient est libre de se faire soigner comme il veut. Et donc là, on voit, et d'ailleurs on le voit dans les cabinets des ministères, vous êtes au courant que le ministère de la Santé ne fait absolument rien pour... D'ailleurs, je les adore, je ne dis pas de mal de eux. Mais ils ne font... Enfin, il y a un bureau des soins non conventionnels qui est tout petit, mais... en France, c'est l'électroencéphalogramme plat sur l'organisation des INM dans le pays, ce qui est bien, de mon point de vue, un scandale de santé publique. C'est complètement incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une injonction paradoxale. Parce que d'un côté,
les Français sont libres de se faire soigner comme ils veulent en principe, puisque c'est une démocratie et qu'ils payent l'assurance maladie, etc. De l'autre côté, c'est juste pas acceptable qu'ils se fassent soigner par des gens qui pensent qu'en faisant couler de l'huile sacrée sur le front, ça va guérir un peu tout ce que vous voulez. Vous voyez, et donc on ne fait rien. Alors, et c'est là que l'NPIS entre en jeu et que donc c'est un premier pas dans ce truc-là, c'est de dire bon ben on va faire le tri là-dedans, on enlève tous ceux qui sont racontent manifestement n'importe quoi, et puis les autres, ben on va les mettre dans une perspective d'évaluation, de validation, où on va faire des études, et puis comme ça va avancer. Et je suis d'accord avec cette position très pragmatique. Néanmoins, alors, et ça c'est parce que je suis psychiatre et que la plupart des gens à la NPS ne sont pas psychiatres, je suis extrêmement ouvert aux théories bizarres. C'est-à-dire la psychanalyse, c'est une théorie bizarre, et dans ma pratique, ça me sert bien, et ça fait 30 ans que ça me sert, et voilà, c'est la vie. Et donc du coup, pourquoi il n'y aurait pas des soignants avec des théories bizarres qui font du bien à leurs patients? Et donc vous voyez, là, ça pose un problème supplémentaire, et c'est vraiment une déconstruction, c'est-à-dire que il faut accepter dans le champ de la médecine que, un patient, c'est pas forcément un ensemble d'organes, alors on y vient, la médecine intégrative, le global health, vous voyez, il y a des lignes de fracture, voilà, mais quand même, et on le voit là aussi dans ma spécialité, on voudrait que les maladies psychiatriques soient des neurologiques, hein. Et en fait, c'est pas ça, ça marche pas. On a toujours besoin d'un psychiatre aux urgences pour une adolescente qui a fait une tentative de suicide. C'est pas un neurologue qu'on va appeler. Donc on sent que ça. Et voilà, on a du chemin à faire. D'un côté, d'ouvrir, d'accepter des soins différents, parce que nos concitoyens et les patients le demandent manifestement. Et que, avant de dire qu'ils ont tort, c'est quand même se demander pourquoi ils vont voir ces soins-là. Donc, s'ouvrir, mais de notre côté, faire attention, parce que quand on est un patient, on est vulnérable. Quand on est vulnérable, on peut être embrigadé par des gens, surtout quand rien n'est fait pour encadrer tout ça. Et donc, encadrer, être pragmatique. Alors, évaluer, valider, oui, ce sont des mots très forts. Hein. Évaluer, donner une valeur à un soin, c'est extrêmement prétentieux. D'ailleurs, on le fait mal même pour les médicaments. Mais quand même, faire des choses plutôt que de ne rien faire. C'est-à-dire savoir comment sont formés les gens, savoir qu'est-ce qu'ils font, savoir combien ça coûte, savoir sur quelle théorie ça repose, même si c'est une théorie bizarre. Et puis, suivre des patients. Les interroger pour savoir comment ils vivent, donc faire des études qualitatives pour savoir comment ils vivent, et puis suivre des cohortes, et puis éventuellement faire des essais randomisés, même si pour des soins non industriels, c'est peut-être moins utile qu'avec des soins industriels. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mon quart d'heure. Un grand merci. Merci à vous. Je suis le docteur Guillaume Sacco, je suis médecin gériatre et coordonnateur du Centre Mémoire de ressources et de recherche de l'Institut Claude Pompidou au CHU de Nice. Les interventions non médicamenteuses sont une part importante de la prise en charge, tout simplement parce que les troubles du comportement, de façon générale, sont présents à tous les stades de la maladie, puisqu'on sait, notamment au regard de la littérature, que sur le plan thérapeutique, médicamenteux, quasiment aucune molécule ne sont efficaces sur ce type de symptômes. Et donc les interventions non médicamenteuses sont extrêmement importantes pour la prise en charge. Elles permettent à la fois de donner des outils pour les aidants à domicile pour réguler ces troubles au quotidien et donc diminuer le fardeau généré justement par ces symptômes qui parfois peuvent être graves, éventuellement essayer de les prévenir et également de la même façon donner des outils aux soignants, que ça soit au domicile pour les soignants qui interviennent à domicile ou en EHPAD, en institution, en hospitalisation, également pour permettre de canaliser ces symptômes comportementaux, de mieux les appréhender et de mieux les réguler au quotidien.
Au cours des consultations, la plainte, la demande récurrente des familles lors de ces consultations, c'est une plainte qui se retrouve plutôt autour du symptôme comportemental. Finalement, on se rend compte que la plainte mnésique, dont on parle régulièrement initialement lors des consultations, en fait est au second plan, et que ce qui rend la prise en charge difficile au quotidien pour les familles, c'est vraiment le symptôme comportemental. Voilà, dès qu'il devient fréquent, dès qu'il devient intense, dès qu'il devient répété, et surtout lorsqu'il s'installe dans la durée, puisque finalement ça alourdit le fardeau de la prise en charge. Et donc si on veut prendre en charge correctement le patient, il faut prendre en charge correctement le patient et les aidants, et pour ça on a besoin absolument de leur donner des outils pour gérer les symptômes comportementaux. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Élodie Bertrand, je suis neuropsychologue de formation et actuellement je suis maître de conférence en neuropsychologie à l'université Paris-Cité. Et donc j'ai le plaisir d'être ici avec vous ce soir pour vous parler plus précisément de la thérapie par la stimulation cognitive. En effet, j'ai eu le plaisir de contribuer dans le guide, aussi bien dans sa première version que dans sa nouvelle version, avec un chapitre justement sur le thème de la stimulation cognitive. Et donc la stimulation cognitive, on peut la définir, je vais faire un petit pense-bête, on peut la définir de manière générale comme étant une intervention qui va proposer différentes activités et différentes activités qui vont permettre de stimuler la pensée, la concentration, la mémoire des personnes présentant une maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et cette stimulation cognitive, elle va avoir comme objectif d'apporter des bénéfices aussi bien au niveau du fonctionnement cognitif, mais pas seulement, également au niveau de l'humeur des patients, par exemple, ou aussi au niveau de leur qualité de vie, ou voire de manière plus étendue au niveau de la qualité de vie des aidants. Mais dans la littérature, quand on regarde un petit peu plus près les données qu'on a sur ce thème-là, on va avoir finalement une variété très très importante de programmes qui sont proposés dans la littérature. On a certaines études qui essayent de faire le résumé un petit peu de ce qu'on retrouve dans la littérature concernant la stimulation cognitive. Il y a une étude, par exemple, une revue de la littérature qui a été publiée l'année dernière, en 2023, qui, pour reprendre ce dont parlait l'intervenant juste avant moi, avant la vidéo, par rapport aux essais contrôlés randomisés contrôlés, cette revue de la littérature donc reprend des données d'environ une quarantaine d'études, d'essais contrôlés randomisés, et ils ont montré différentes choses. Ils ont montré qu'effectivement, ça avait un bénéfice pour le fonctionnement cognitif des participants, ça bénéficiait également de manière un peu plus légère l'humeur de ces participants, et également leur qualité de vie. Mais par contre, une des limites principales quand on regarde la littérature, c'est le fait que les programmes qui sont proposés, les programmes qui sont évalués par les chercheurs, ce sont des programmes qui finalement sont très variés en termes d'activités proposées, en termes de fréquence des sessions, en termes de durée de l'intervention, etc., etc. Et malheureusement, cette grande variabilité dans la littérature, elle fait que finalement, on a de la difficulté à proposer des recommandations précises pour les aidants, pour les soignants, pour les professionnels de manière générale. Et comme le disait Christine en début d'Afterwork ce soir, ça empêche aussi un petit peu le fait d'avoir cette grande variété et d'avoir de la difficulté à résumer un petit peu les choses. Ça a aussi un impact sur le fait qu'on puisse ou non, justement, convaincre les pouvoirs publics de mettre certaines choses en place de manière un petit peu plus structurée. Ça, c'est un petit peu le tableau général. Et dans ce contexte-là, dans ce contexte général, je voulais vous parler plus précisément d'une thérapie par la stimulation cognitive, qui est celle qu'on a développée avec Amy Spector, en tout cas sur lequel on a développé dans le chapitre sur les interventions médicamenteuses dans le guide proposé par la Fondation Maladie d'Alzheimer. C'est une thérapie par la stimulation cognitive qui a été développée
au Royaume-Uni au début des années 2000 par une professeure qui s'appelle Amy Spector et ses collaborateurs. Et j'ai eu l'opportunité de travailler, j'ai toujours d'ailleurs l'opportunité de travailler avec cette professeure. Et on a donc écrit ce chapitre ensemble. Et donc, pourquoi je voulais vous parler plus précisément de cette thérapie-là? Pour une raison assez simple, c'est que en fait c'est une thérapie par la stimulation cognitive qui est donc assez structurée, mais en même temps assez souple pour être adaptable aux différents patients que l'on peut avoir. Et surtout, c'est une thérapie qui a pu être testée de manière répétée, qui a pu être adaptée dans de nombreuses cultures. Donc, actuellement, c'est une thérapie qui est adaptée dans environ une quarantaine de pays. Et on a des données qui sont robustes. Et donc, éventuellement, ça peut permettre de convaincre les pouvoirs publics de mettre des choses en place un peu plus particulièrement. Donc, cette thérapie par la stimulation cognitive, elle est basée, son développement a été basé finalement sur une revue de la littérature à la fin des années 90 sur les interventions qui étaient en place à l'époque, et elle a comme objectif, cette thérapie par la stimulation cognitive, de prendre un petit peu ce qu'il y a de meilleur dans tout ça et d'essayer d'en faire un condensé. Donc elle se base par exemple sur des thérapies que vous connaissez peut-être, comme l'orientation à la réalité ou la réminiscence. Et donc, ces chercheurs ont pu développer ce programme en particulier, dont je vais vous expliquer quelques détails d'ici peu, et avec la force de la répétition des données sur l'efficacité de ce programme-là, ils ont par exemple pu convaincre les pouvoirs publics au Royaume-Uni de le mettre en place. Et aujourd'hui, c'est une thérapie qui est proposée dans pratiquement 90% des 80% des structures accueillant des personnes présentant une maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. En fait, c'est la force de la répétition des données, de la robustesse des données qui permet aussi ça. J'ai par exemple travaillé, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à collaborer avec Amy Spector, c'est que j'ai fait mon doctorat et mon post-doctorat au Brésil, et on a donc adapté et validé cette thérapie pour ce pays. Et effectivement, la robustesse des données nous permet à l'heure actuelle de travailler avec les pouvoirs publics au Brésil pour pouvoir mettre en place cette thérapie, en tout cas pour pouvoir la mentionner dans les guidelines qui vont sortir dans ce pays-là. Si tout va bien, on croise les doigts, à la fin de 2024. Et donc, plus précisément, à quoi ressemble cette thérapie? C'est vraiment quelque chose qui, pour les soignants qui sont dans la salle, c'est vraiment quelque chose que vous faites finalement de manière un peu moins structurée, mais c'est quelque chose qui ressemble probablement à des choses que vous faites avec les patients. Et en fait, c'est une thérapie qui est donc basée sur 14 séances qui sont proposées 2 fois par semaine, des séances relativement courtes de 45 minutes en groupe. Et justement, elle a un aspect important qui est l'aspect groupal, qui donne ce contexte social, et effectivement, les données dont je vais parler juste après, nous montre que cet aspect groupal a son importance pour le bénéfice de cette thérapie. Donc, des sessions de 45 minutes, et ces sessions, elles ont une force qui justement permet de répliquer les résultats, c'est qu'elles sont toutes structurées de la même manière. Donc, il y a 14 sessions, chaque session va avoir un thème en particulier, et ces sessions, elles vont être structurées avec d'abord un moment d'accueil. Ensuite, il va y avoir un moment où on va redonner certaines informations sur le groupe qui a été formé, parce qu'en effet, au départ, les participants de chaque groupe vont choisir un nom pour le groupe et vont choisir une musique thème pour le groupe. Ça va permettre de donner une certaine continuité aux différentes séances, qui est un des principes clés de cette thérapie. Puis ensuite, il va y avoir une discussion brève autour d'un fait d'actualité, par exemple, pour pouvoir justement utiliser cette autre thérapie qu'on connaît déjà, qui a été montrée comme efficace, qui est l'orientation à la réalité.
Et ensuite, il va y avoir une activité principale qui est basée sur le thème de la séance en particulier. Donc, ça peut être la nourriture, ça peut être la gestion de l'argent. Il y a aussi une séance qui est sur les jeux physiques. Et ensuite, à la fin, à nouveau, il y a un moment de discussion entre tous les participants sur la session en elle-même. Et voilà. Et donc, ça répété 14 fois sur donc 7 semaines, car 2 fois par semaine. Cette thérapie, elle a donc des principes clés qui sont, par exemple, comme je disais, la consistance, donc avec ce nom qui va revenir à chaque fois, et par exemple la musique thème qui va revenir à chaque fois. Il y a aussi un principe clé qui est le fait de stimuler mentalement, implicitement les participants, donc de faire des activités qui vont les stimuler cognitivement, mais ceci de manière implicite. Il y a aussi comme principe clé le fait de demander des opinions aux participants et non pas des faits. Effectivement, en leur demandant des faits avec les possibles difficultés de mémoire que présentent les patients, ça peut les mettre en échec. Donc là, on est plutôt sur des opinions que sur des faits, etc. Donc il y a comme ça toute une série de principes clés qui vont être mis en avant dans toutes les séances. Et chaque séance, comme je le disais, a un thème en particulier. Ces séances sont également adaptables. Les activités proposées sont adaptables à une grande majorité des participants, en tout cas en fonction du niveau de difficulté de ces participants-là. Parce que par exemple, la première session, c'est une session sur les jeux physiques. Donc si on a un groupe qui par exemple a des capacités de mobilité physique encore relativement bonnes, s'ils ont des capacités cognitives relativement préservées, s'ils sont à un stade léger de la pathologie, on peut par exemple faire un petit jeu de bowling en plastique. Vous voyez, donc là je parle, et ce petit jeu de bougies en plastique, on peut leur demander par exemple de compter le nombre de qui sont tombés, et éventuellement au prochain tour d'additionner le nombre. Donc c'est une activité cognitive déjà d'addition qui est un peu plus compliquée. Par contre, si on a un groupe qui déjà a plus de difficultés aussi bien physiques que cognitives par exemple, on peut simplement autour d'une table faire un jeu avec un ballon qui circule entre les participants, et à chaque fois que la personne reçoit le ballon, peut donner une information sur elle-même pour se présenter aux autres. En effet, l'activité de jeu physique, c'est la première session, par exemple. Donc, on peut vraiment adapter comme ça. Donc, il y a une structure. En fait, tout le point de cette thérapie, c'est le fait qu'il y ait une structure qui va revenir, mais en même temps, les activités sont adaptables. Et donc, comme je le disais, les données sont relativement robustes parce que ça a pu être testé de nombreuses fois dans des pays très différents les uns des autres, des pays développés, des pays en voie de développement. Par exemple, je mentionnais tout à l'heure le Brésil, par exemple. Et effectivement, qu'est-ce qu'a pu montrer cette thérapie? Elle a pu montrer qu'elle a un bénéfice, en tout cas à court et moyen terme, parce qu'il y a des études longitudinales qui vont jusqu'à 9 mois après la fin du programme, qui montrent effectivement un maintien du fonctionnement cognitif dans le groupe de participants, dans le groupe de patients qui ont participé à cette thérapie, quand on compare à un groupe de patients qui n'ont pas suivi le programme. Il y a aussi, et c'est quelque chose d'important, un bénéfice au niveau de l'humeur des participants. Les patients qui participent au programme sont des patients qui vont être qui vont présenter moins de symptômes dépressifs. Et comme le mentionnait la personne tout à l'heure, ça a aussi un impact sur les troubles du comportement. Effectivement, on sait que les troubles du comportement sont fréquents dans les pathologies neurodégénératives, ont un impact pour le patient, mais également pour les aidants. C'est un point important. Et il y a tout un aspect groupal aussi qui rentre en jeu. En effet, c'est une thérapie qui est basée non pas seulement sur des théories en neurologie, comme par exemple la plasticité cérébrale, mais aussi des théories sociales qui montrent qu'effectivement le fait de réaliser une activité en groupe, une activité qui donne un certain plaisir à ses participants, a un bénéfice sur l'humeur, par exemple. Donc c'est une thérapie qui effectivement a comme ça certaines théories en toile de fond. Qu'est-ce que j'avais encore noté sur mon petit papier que je voulais pas oublier de vous dire que il y a aussi une chose importante, et ça me permet de revenir sur l'histoire des pouvoirs publics, c'est que il a aussi été montré en travaillant avec des économistes, et notamment des économistes de la santé, que c'est une intervention non médicamenteuse qui avait un bon ratio coût-bénéfice. J'aurais envie de vous dire que j'aurais
pas envie de vous parler de coûts, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et pour pouvoir convaincre les pouvoirs publics qu'il faut implanter quelque chose et il faut mettre en place quelque chose de manière systématique, il faut leur montrer que ça fonctionne. Puis il faut leur montrer que ça coûte très cher. Et oui, j'aurais envie de ne pas vous dire ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et effectivement, en travaillant directement avec des économistes de la santé, ils ont pu montrer qu'effectivement, c'était une intervention médicamenteuse qui avait un coût-bénéfice relativement élevé parce que c'est une thérapie qui offre des bénéfices similaires aux traitements médicamenteux de type désolé. Les traitements médicamenteux, bref, classiques, je ne vais pas tenter de dire le nom, qui avait donc un bénéfice similaire de ces traitements médicamenteux, mais avec un coût nettement plus faible. En effet, c'est une thérapie c'est une intervention médicamenteuse qui peut être proposée par différents types de soignants à partir du moment où ils sont formés pour ça, mais ça peut être proposé par des psychologues, ça peut être proposé par des orthophonistes, ça peut être proposé par des aides-soignants, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui, en plus c'est un groupe, forcément, en gros, c'est toujours moins cher. Oui, 3 minutes. Mais grosso modo, je suis montée là, je pense que une de mes dernières choses, c'était ça. Donc, effectivement, donc voilà, donc la stimulation cognitive, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. Comme dit dans la littérature, on est sur quelque chose de très varié. Certains programmes un peu plus structurés, comme par exemple celle dont je viens de vous parler, ont permis de montrer clairement un bénéfice et de manière structurée avec un coût relativement faible, ce qui nous permettrait éventuellement, à un moment donné, on espère, on croise tous les doigts, de convaincre les pouvoirs publics de mettre en place de manière systématique cette intervention non médicamenteuse, mais j'espère également toutes les autres qui sont présentes dans le guide publié par la Fondation. Je suis Anne-Julie Vaillant-Sissovix, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie et je suis spécialisée chez la personne âgée au CHU de Nice. Dans un premier temps, au CHU de Nice, on a eu une expertise sur la réalité virtuelle adaptée à la personne âgée, où il s'agissait de mettre en place une intervention non médicamenteuse centrée sur la réminiscence. Alors pour ce faire, on avait une psychologue spécialisée en gérontologie qui allait tourner elle-même des contenus personnalisés en fonction du projet de vie du résident d'EHPAD ou du patient du SLD. Donc ces vidéos étaient extrêmement personnalisées et nous permettaient, lors de ces séances, de faire renaître des souvenirs et des émotions. Et on a pu constituer à la fin de cette étude un recueil de données. On a pu se rendre compte que cette INM permettait de réduire soit les symptômes dépressifs, soit les symptômes anxieux, voire même chez certains patients, l'apathie. La réalité virtuelle joue un rôle intéressant pour les malades, notamment sur certains troubles du comportement. Pour vous donner un exemple, on va pouvoir travailler la cognition, mais également les praxies, c'est-à-dire tout ce qui va être la motricité fine et les gestes. On peut plonger le malade dans un environnement virtuel, comme par exemple un supermarché, où la personne va devoir, grâce à une liste de courses, se promener dans l'environnement et trouver tel rayon pour aller chercher par exemple des œufs ou une bouteille de lait, et on va lui demander de faire le geste de prendre les objets pour les mettre dans son panier. En même temps, il va y avoir des stimulations cognitives qui vont être implémentées dans cet exercice. Cet environnement peut être utilisé à visée pédagogique pour les aidants familiaux, par exemple, mais je pense également aux professionnels de santé. Par exemple, utiliser cet outil dans le cadre d'une équipe soignante, notamment en EHPAD, pourrait être intéressant. On pourrait plonger certains membres de l'équipe dans une dimension en 3D multisensorielle également, et on pourrait proposer aux soignants des scénarios où se déroule un trouble du comportement. Alors, on pourrait demander à ce moment-là à l'équipe comment réagir face à ce trouble du comportement. Le fait d'avoir la scène qui se déroule devant soi et d'être complètement immergé, pourrait renforcer les capacités d'apprentissage des équipes soignantes. Et donc, vous retrouvez la partie sur la réalité virtuelle dans le nouveau guide qui vous sera, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, offert en partant, bien évidemment. Donc, je suis professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, enseignant-chercheur, et puis j'ai la chance de diriger maintenant une équipe INSERM, qui s'appelle Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine. Dans ce contexte-là, je réalise des travaux sur la musique, la mémoire de la musique et ses applications cliniques.
Alors, la musique et la maladie d'Alzheimer, c'est une vieille histoire, et je me souviens, en 2008, quand étaient sorties les premières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur, après le premier plan Alzheimer, hein, sur ce qu'on pouvait proposer en termes d'accompagnement des patients, avait été suggéré que, notamment, la musicothérapie, les interventions basées sur la musique, pouvaient être des accompagnements intéressants auprès de ces patients. Alors clairement, moi en tant que chercheur, neuropsychologue, quand j'ai vu ces recommandations, moi j'ai trouvé ça tout à fait pertinent, mais en même temps, j'étais encore un petit peu gêné aux entournures parce que je connaissais bien la littérature scientifique autour, en fin de compte, des interventions basées sur la musique, j'avais déjà quelques années donc de travail dans ce domaine-là, et un peu plus d'une dizaine d'années, et je trouvais que la littérature était encore quand même un petit peu hétérogène et fragile pour amener à des recommandations solides donc et définitives. Et puis les choses ont explosé. Vraiment, donc le détour de ça a été vraiment à partir de 2005, 2010. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a des centaines de publications tous les ans, 400 publications, 500 publications tous les ans dans des bases de données, des revues biomédicales concernant l'intérêt de la musique dans tout un tas de pathologies, et notamment la maladie d'Alzheimer. Alors, on a beaucoup progressé sur la compréhension aussi de pourquoi la musique pouvait être intéressante. Les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on fait entendre de la musique ou qu'on fait chanter ou qu'on fait pratiquer de la musique. Alors évidemment, il ne s'agit pas, vous le savez, chez les patients qui ont une maladie neuroévolutive, on va pas leur mettre un violon dans les mains, ils vont pas devenir violonistes du jour au lendemain. Donc, faut être beaucoup plus modeste que cela, mais on peut tout à fait imaginer pas mal de choses. Alors, déjà, pour revenir sur les mécanismes liés à la musique, j'ai pris une petite image. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'effet de la musique? On peut le résumer, je dirais, sur, par exemple, deux grands types de mécanismes. Premier mécanisme qui est bien identifié aujourd'hui, c'est que quand vous entendez de la musique, il y a un phénomène de synchronisation physiologique de votre système nerveux parasympathique qui fait que votre rythme cardiaque, votre respiration, votre tension artérielle va, en fin de compte, se moduler en fonction, notamment des aspects rythmiques de la musique, mais pas que. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe chez tous les mammifères. Alors, c'est pas propre à l'homme, cet aspect de synchronisation physiologique, et qui va être un mécanisme particulièrement utilisé à l'œuvre dans la prise en charge clinique, notamment chez les patients parkinsoniens. Je n'ai pas là pour parler du Parkinson, mais vous connaissez effectivement le fait qu'on peut utiliser une musique rythmée et une pulsation pour aider justement ces patients à retrouver une marche plus fluide, à désinhiber en fin de compte la motricité chez ces patients. Et les orthophonistes depuis longtemps utilisent en fin de compte le support musical et rythmique pour la prise en charge des troubles de la parole dans l'aphasie motrice. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau du point de vue de la prise en charge, mais par contre, ce qui est mieux compris, c'est comment ça marche. Pourquoi, en fin de compte, on a une efficacité dans la désinhibition motrice. C'est pas quelque chose forcément a priori qui est le plus appliqué chez les patients Alzheimer, mais quand même qui est largement utilisé aujourd'hui dans tout un tas d'applications où on va faire écouter de la musique pour la relaxation. Parce que c'est ça qui est formidable avec la musique, c'est qu'on peut soit stimuler, soit relaxer grâce à cet effet de synchronisation. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux effets de synchronisation avec notamment les cycles cérébraux. Vous connaissez donc les cycles cérébraux alpha, bêta, delta. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, ce qui était beaucoup plus connu, c'est que l'écoute de la musique pour l'être humain, c'est quand même un objet culturel. C'était donc un médium qui permettait de faire surgir des émotions et de moduler l'humeur et les émotions de manière assez facile. Une musique joyeuse peut vous rendre joyeuse, une musique triste peut vous rendre triste, mais une musique triste peut tout à fait vous faire plaisir. C'est pas aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ce plaisir lié à l'écoute de la musique, eh bien, il va particulièrement
moduler des circuits cérébraux liés au circuit de la récompense, procéder à la libération d'endorphines, etc. Alors ça, c'est pas propre à la musique d'ailleurs, parce que je rebondis sur donc la présentation sur la stimulation cognitive. Dans certains exercices liés à la stimulation cognitive, on va retrouver aussi ces mécanismes, en fin de compte, de plaisir social, de plaisir partagé, et qui provoquent aussi la libération d'endorphines liées au circuit de la récompense. Donc, mais bien évidemment, on peut le mettre en valeur là avec la musique. Mais je tiens à dire que c'est pas que la musique qui provoque ce type d'effet. Donc, on comprend de mieux en mieux pourquoi la musique peut être intéressante. Mais la musique, elle soigne pas toute seule. Et puis, ce qui me gênait beaucoup, c'était aussi le terme de musicothérapie pendant longtemps. Moi, je viens pas effectivement de cette formation-là. Et quand on en parlait au début des années 2000, déjà dans les années 90, qu'on parlait de musicothérapie auprès de populations Alzheimer, bon, pour les familles et les soignants, c'est un petit peu compliqué d'arriver à comprendre qu'on allait utiliser le terme de thérapie, alors même qu'on est dans une pathologie qui se soigne pas, et que la musique n'allait pas les guérir de leur Alzheimer. Et donc pendant un moment, je me suis dit bon, c'est pas possible d'utiliser musicothérapie comme terme, parce que les soignants, et surtout les familles vont se dire ah bah oui, on fait écouter de la musique et ça reconstruit le cerveau, ça permet de guérir de la maladie d'Alzheimer, ça empêche effectivement la mort neuronale. Non, malheureusement, on aimerait bien, on peut au mieux, et toutes les interventions non médicamenteuses fonctionnent sur ce principe, l'idée qu'on va stabiliser certaines fonctions, qu'on va stimuler certaines fonctions, au mieux qu'on a un effet retard si on est très optimiste, mais c'est évident que on ne peut pas lutter contre la force, en fin de compte, destructrice que représente la maladie. Par contre, on a des effets très clairs sur la manière dont on peut moduler les troubles comportementaux et venir en aide aux patients, les stimuler et venir en aide dans les troubles comportementaux. Alors ça, c'est la diversité des actions. Je prends une petite, alors au fond, vous ne devez pas voir très très bien, mais c'est pas grave. C'est une illustration que vous pouvez retrouver dans un article qu'on a rédigé avec Mathilde Groussard pour la revue de neuropsychologie qui est sortie l'année dernière. Et puis en fait c'est un schéma qu'on a adapté, qu'on avait réalisé pour le rapport mondial sur la maladie d'Alzheimer de 2022, qui est simplement une illustration pour vous dire voilà deux profils classiques qu'on peut avoir de patients. À gauche on a Marie, elle est encore assez jeune, et c'est quelqu'un qui est plutôt, on va dire, MCI ou en début de pathologie. Marie, en fin de compte, elle a des troubles de l'attention, de la concentration, elle n'a pas des gros troubles de mémoire, mais elle est parfois anxieuse, elle a des épisodes de dépression, etc. Et Marie, elle aime bien la musique, mais plutôt l'opéra, la musique pop. Eh bien, à Marie, on peut lui proposer plein de choses, des séances de musique relaxante en autonomie, avec des programmes personnalisés. On peut lui proposer de chanter dans une chorale, de prendre des cours de musique, pourquoi pas, parce que là, c'est encore possible pour Marie, pour aider à la stimulation de l'attention, de la concentration, la stimulation de la mémoire volontaire, de lutter contre l'isolement social, parce que là aussi, la musique, c'est une activité qui peut stimuler les relations sociales, de participer à une association musicale et d'organiser des événements musicaux. Marie, elle peut aller à des concerts. Et les patients Alzheimer peuvent aller, s'ils sont préparés pour les patients à un stade sévère, aller à des concerts, et ça maintient le lien social. Je dirais dans une version évidemment plus sévère, on a Jean. Jean est un peu plus âgé, il est dans une version plus avancée de la maladie d'Alzheimer qu'on connaît bien, avec la mémoire épisodique complètement effondrée. Il n'arrive plus à se rappeler ce qu'il a fait, même il y a un quart d'heure, il est incapable. Vous lui demandez mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur, il y a 10 minutes, il ne peut pas vous le dire. Il a une très faible attention, il oublie même le sens des mots, il a des troubles en fait de la mémoire sémantique. Et surtout, lui, c'est moins la dépression qu'en fait une faible motivation et l'apathie. L'apathie dans laquelle s'enfoncent ces patients, et ça, toutes les interventions non médicamenteuses qui sont proposées essaient de lutter contre ce phénomène qui est le fait que ces patients vont
en fin de compte, s'isoler, réduire donc leur communication vers l'extérieur. Et puis Jean, moi aussi j'ai 3 minutes. Jean, c'est un musicien. De toute façon, la télé va s'arrêter. Alors là, je suis en double arrêt. Donc, lui, il aime autre chose. Et ça qui est intéressant. En fait, on a des patients, ils aiment différents styles de musique. Et on va bientôt avoir des patients, je vais peut-être en être un, qui aimait peut-être le punk. Je me sens filmé là. Non. T'avais un look punk quand t'étais plus jeune. On s'est pas connu, hein. Mais on peut faire effectivement tout un tas de choses parce qu'on pense souvent qu'avec les patients en stade plus sévère, on réduit le champ des possibles. Maintenant, le champ des possibles est encore largement ouvert. Des ateliers de chant petits groupes, l'atelier d'écoute animé par un musicothérapeute, et j'insiste sur le fait que en fait, le médium musique, il doit, en fin de compte, être personnalisé. La musique, fait rien de miraculeux toute seule. Ça doit être personnalisé, ça doit être amené effectivement par quelqu'un qui est formé pour cela. Et ça, c'est l'enjeu, en fin de compte, de toutes les interventions non médicamenteuses. Oui, ça coûte moins cher que les médicaments, en définitive. Parce que on se dit souvent, ah oui, mais il faut des gens formés, les salaires des personnels, les salaires. Non. Mais non, en définitive, quand on regarde par rapport aux effets secondaires, etc., dans beaucoup de cas, les interventions non médicamenteuses sont pas plus onéreuses, voire même peuvent réduire les coûts de l'accompagnement. Donc moi, je tiens, en fin de compte, j'ai changé ma perception des choses. Pour moi, musicothérapie, c'est un terme qu'il faut garder, parce que en définitive, c'est un terme chapeau que tout le monde connaît, et dont on peut comprendre effectivement pourquoi derrière ce terme, il y a des protocoles divers qui peuvent être mis en place. C'est vrai que c'est toute la complexité des interventions non médicamenteuses, parce qu'on aimerait bien que ça soit comme la notice du médicament, avec le protocole et le même dosage pour tout le monde. Mais c'est là que c'est un peu plus subtil. Et c'est pas facile, justement, de montrer que la même recette de cuisine, faite par différentes personnes, on arrive au même résultat. Et que si on donne une recette de cuisine, on peut aussi s'emparer de cette recette et puis de faire des choses à côté, mais en restant dans le cadre. Et ça, c'est pas facile, en fin de compte, d'accepter ce principe que la protocolisation est un peu plus floue, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des objectifs précis, etc. Je pense que vous avez bien compris que là, en fait, dans mes exemples, ce que je veux dire, c'est que la musique, on peut, avec des patients, faire des interventions d'urgence, parce qu'il y a des symptômes, parce qu'il faut réduire l'anxiété à un moment donné. On peut faire du chronique et on peut faire de la prévention. Et ça, c'est les points clés qui me semblent intéressants dans la plupart des INM. Et donc, je conclus en disant que je remercie beaucoup Julie de Stoutz, qui est présidente de la Fédération française des musicothérapeutes, parce que la première version, en fait, du guide, moi, j'avais été sollicité pour rédiger la première version de la fiche sur la musicothérapie, et je trouve que c'était bien d'y associer non seulement un chercheur que je suis, mais aussi, en fait, de professionnels, et on a réussi à aller vers un consensus sur la rédaction de la fiche entre chercheurs et professionnels, et je trouve ça, j'en suis particulièrement satisfait. Merci. Merci beaucoup.